Si vous êtes jeune Congolais, vous vous êtes déjà peut-être dit que vous n'avez pas de chance parce qu'au Congo, il n'y a pas d'opportunité. Ou encore, vous avez déjà entendu des personnes autour de vous le dire. Mais bizarrement, dans le même Congo, il y a des jeunes qui excellent, qui gravissent des échelons et qui se démarquent dans la société. Alors, la grande question c'est, est-ce un hasard? Est-ce du favoritisme? Comment ce jeune, dans votre milieu, ces jeunes de votre tranche d'âge, parviennent à se démarquer? Ou encore, est-ce de la méritocratie? Ou est-ce du favoritisme, de la corruption? Nous allons essayer de répondre à cette question aujourd'hui avec un invité spécial. Je cite le coach Simba, né Eli Franck Boulaïmou, à qui je dis bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Oui, ça va aussi. Je suis très heureuse de te recevoir pour cet épisode de Mindset Transformation. Alors, pour ta petite présentation, je vais te laisser aussi le temps de te présenter. Okay. Tu es donc Eli Franck Boulaïmou, coach Simba. Exactement. Comme je t'ai connu d'ailleurs. Et tu sais, une petite anecdote, le jour où j'ai appris que ton nom c'était Eli, nous étions dans une voiture ensemble, on partait vers le Congo central, et j'entendais quelqu'un appeler un Eli. Je me disais, mais Eli c'est qui? Je te rappelle, Eli c'est qui? Après tu m'as dit, ok, Eli c'est moi, c'est mon nom. J'étais surprise. Bon, après tu m'as expliqué d'où vient le nom le pseudonyme de coach Simba. Exactement. C'est une longue histoire que les gens découvriront par eux-mêmes plus tard. Mais là, tu es donc coach en développement personnel et en développement professionnel. Exactement. Tu es aussi fondateur de la TCSA Academy, donc de Coach Simba Academy. Peux-tu nous en parler brièvement? Ok, déjà je suis le coach Simba, je suis Eli Franck Boulaïmou. Je suis coach en développement personnel et professionnel. Je suis l'initiateur et l'actuel gérant de la TCSA, le Coach Simba Academy, qui est une académie spécialisée dans le renforcement de capacité des jeunes. Disons, on voulait créer un programme Yali, un university à la congolaise. Okay. Alors on s'est dit, on va se créer une académie. Et puis je me suis dit, voilà, j'ai donné mon pseudonyme pour faire un peu personnel et puis on est parti. Mais tu sais, c'est très curieux pour moi parce que je t'avoue, je vais vraiment donner beaucoup d'anecdotes pendant cet épisode. Quand j'ai entendu parler de Coach Simba, d'un Coach Simba, j'ai entendu parler de ce qu'il faisait dans la société et avec le jeune et pour le jeune. Honnêtement, je m'attendais à un monsieur dans la quarantaine. Donc, je me disais, à Coach Simba, ok, ça doit être un monsieur dans la quarantaine, etc. Okay. Mais quand on s'est rencontrés, j'ai vraiment vu un jeune. J'ai dit, mais comment? C'est pas possible. Alors, moi, je suis vraiment curieuse de savoir comment, en fait, ça s'est passé pour que tu deviennes Coach Simba. Quelle est l'opportunité qui t'a ouvert cette voie et qui t'a donné cette envie de servir à ton tour la jeunesse? Ok, déjà, je dirais que moi, j'ai grandi au Congo central en Bazangungu et j'étais dans une école assez connue qui était liée à l'ambassade des États-Unis et j'étais président des études, président des élèves. Okay. Mais je n'étais pas intéressé par tout ce qui était leadership et tout ce qui va avec. Et puis en 6e année, je pense qu'on est en 2017-2018, il y a Jean-Félix Mwema qui est le fondateur et le directeur exécutif de Bousso qui vient à Bazangungu pour un camp de leadership intitulé Bousso Leadership Camp 4e cohorte. C'était gratuit. Alors je me dis, je vais participer vu que c'était les congés de Pâques. J'arrive, je participe pendant 3 jours. C'était juste par curiosité. Juste par curiosité, ça ne m'intéressait pas. Je me disais, au lieu de rester à la maison, va au camp de leadership. Une parenthèse. En ce moment-là, ça t'intéressait pas, le leadership t'intéressait pas. Qu'est-ce qui t'intéressait? J'ai vivé le leadership parce que j'étais déjà président de l'école, j'ai géré l'équipe de basket, mais je ne savais pas qu'on appelait ça leadership. Okay. Moi, j'étais beaucoup plus basket, j'étais danseur à l'époque, donc j'ai dansé, vraiment les gars connus de l'école dans tout ce qui est bizarre. Et puis je me dis, les histoires des intellos là, je vais aller voir ce que ça fait. J'arrive et pendant 3 jours, je suis genre, parce qu'on avait Mamicho qui était là. Elle est actuellement DGA de Congo Airways. On avait Jean-Félix, on avait Sami Toumba, Apollinaire. Et pendant l'activité, j'avais l'impression que mon esprit s'est retrouvé dans ce qu'il devait faire demain dans le futur, mais je ne comprenais pas. Mais je me sentais vraiment accroché. Et à la fin, lorsqu'on finit, on nous donne un papier, on nous dit « écrivez des engagements ». Et l'engagement que moi j'ai écrit, c'est d'ici quelques années, je vais reproduire les mêmes programmes pour aider d'autres jeunes comme moi à pouvoir avoir les déclics.
Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à appliquer. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que je suis dans ça. Et je suis très fier de ce qui se passe actuellement. Et on est très fiers aussi. Thank you. Et en fait, moi, je me pose vraiment la question de comprendre, c'est quoi en fait le mindset que tu as eu en ce moment-là? Parce que tu dis que tu étais président dans ton école, mais c'était quoi le mindset? Pourquoi tu as voulu d'abord être président? Est-ce que c'était aussi par curiosité ou c'est parce qu'au fond de toi, tu nourrissais déjà certaines ambitions par rapport à ta communauté? Déjà, moi, je suis chrétien. Du coup, ça fait que j'ai des réponses des fois un peu liées à la foi. Lorsque j'étais en première année secondaire, j'avais un ami de mon grand frère qui était président de l'école. Je l'appréciais beaucoup. Et lorsque j'étais en première année, un jour, je le vois, je lui dis, lorsque je serai en 6e année, je serai président comme toi. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, j'ai juste envie d'être président. Et puis après, dans toutes les classes où j'ai été, j'étais chef de classe. Disons que je n'aimais pas passer inaperçu. Au début, c'était beaucoup plus cette mentalité de paraître et d'être celui qui prend les décisions. Et puis après, en évoluant, parce que moi, à l'âge de 12 ans, un prophète vit à la maison et commence les prophéties. Toi, tu feras ceci, ceci. Et puis après, il me voit, il me sort des prophéties. La première, c'est, je te vois prendre des avions, partir à l'étranger très tôt. Et puis, il me sort une deuxième chose, je te vois occuper un poste de leadership politique dans ton pays à un très bas âge. Et j'étais genre, ok. Et puis après, j'ai fait comme si ça ne m'intéressait pas. Tout d'un coup, je pense, du jour où j'ai eu la prophétie, un mois après, presque tous les membres de ma famille font des rêves sur moi où je devenais quelqu'un d'important. Et puis, lorsqu'il me l'a dit, tout d'un coup, je ne comprenais pas. Je devenais passionné par tout ce qui était lié, je ne dirais pas politique, mais tout ce qui est lié leadership, des positions, des commandements. Et puis après, j'avais l'impression que sans forcer quoi que ce soit, ma mentalité commençait à se conformer à une certaine vision et puis je n'ai pas voulu résister, je me suis dit allons-y, vas-y. En tout cas, big up au prophète qui a donné cette prophétie parce que nous sommes en train de le voir, on le salue là où il est, espérons qu'il va voir cet épisode. Carrément. Et puisqu'on parle de leadership, j'ai une question qui crée un gros débat parmi le leader. Est-ce que le leadership est une capacité qui est innée? Est-ce que ça s'apprend? Parce que quand on entend ton parcours, on voit que c'était littéralement inné. Tu l'avais en toi, tu le voulais. Bon, au départ, c'était pour paraître, mais ça restait quand même ce désir d'être une valeur ajoutée pour sa société. Mais pour ceux qui nous suivent et qui sont peut-être dans des environnements qui ne leur aident pas à se dire que je vais être une valeur ajoutée pour ma société, est-ce que le leadership peut se cultiver à ce moment-là ou c'est déjà raté pour eux, c'est fini? Déjà, moi, je dirais que ça part de la définition de ce qu'on donne, on va dire quoi, de ce qu'on appelle leadership. Mais moi, si on prend la définition que l'on donne assez souvent, qui est celui d'être dans une position où on a une vision de personnes à qui on a communiqué la vision et qui nous suivent, je dirais que le leadership, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné, mais qui peut s'apprendre. Ça veut dire, vu qu'on peut apprendre à être leader, mais j'aimerais quand même revenir à une chose. On peut être leader sans savoir qu'on est leader. C'est comme les tempéraments. Ce n'est pas le jour où je découvre que je suis sanguin que je le suis devenu. C'est la société ou l'environnement où je vivais qui m'a amené à être sanguin. Ça veut dire qu'on peut naître dans une... Lorsqu'on est, on est une coquille vide, au fait. Il n'y a rien en nous. C'est le milieu dans lequel on se retrouve qui commence à rajouter l'effet que je deviens sanguin, je deviens colérique, que je deviens à cheval sur certains principes. Et les jours que je les découvre ne fait pas que c'est ces jours-là que ça a commencé. Ça a commencé bien longtemps, juste que je n'en étais pas au courant, on va dire. Pareil avec le leadership. Il y a certaines personnes qui naissent et dès tout petit, on les met dans une position où sans le savoir, ils deviennent leaders. Les aînés de famille, par exemple. Tu as à peine 2 ans, 3 ans, on te répète, prends ton petit frère par la main, tout ça. C'est comme si on te disait, c'est toi le leader, tiens ton petit frère. C'est pas quelque chose d'inné, mais qui commence, qu'on le veuille ou pas, à un certain, on va dire quoi, certains environnements nous poussent et nous amènent à devenir leader. Mais il y a des personnes qui n'ont pas eu ces environnements, c'est en grandissant qu'ils se disent, ok, moi je veux le devenir, et puis là, ils peuvent maintenant apprendre. Et je vois que c'est justement pour encadrer et en fait pour permettre aux jeunes de cultiver le leadership que tu as créé de Coach Simba Academy. Exactement, yeah. Donc maintenant on fait un saut rapide. Tu crées de Coach Simba Academy. Tu es un jeune et tu te dis je veux encadrer les jeunes, je veux apprendre aux jeunes sur le leadership, le développement professionnel, etc.
la première année, comment ça se passe? Est-ce qu'on t'accueille facilement? Quels obstacles est-ce que tu as rencontrés d'abord au niveau personnel? Ok. Déjà, je dirais que la première année, pour moi, on m'accueille facilement. Pourquoi? Parce que si on revient un peu en arrière, après les camps 4 avec Jean-Félix qui dirigeait Boussoué, disons quelques mois après, j'obtiens mon diplôme et je viens à Kinshasa. Je dois partir à l'étranger pour étudier, toujours en Afrique. Et les démarches, ça prend des fois un an et demi. Je me dis, au lieu de rester à la maison, je vais faire des bénévolats. Et c'est là que j'ai contacté Jean-Félix. Je lui ai dit, au fait, j'aimerais faire des bénévolats à Boussoué, précisément dans les programmes de camp leadership, afin d'apprendre comment ça se passe et évoluer avec vous. Il accepte et je commence à travailler avec lui. En travaillant avec lui, déjà, naturellement, vu que c'est moi qui organisais une grande partie des camps, je suis en contact avec les intervenants, je parle avec les participants, ce qui fait que Eli Franck, d'une certaine façon, devient on va dire un petit connu, genre les petits de Jean-Félix, qui est plutôt connu. Et on évolue comme ça. Après, je vais à l'étranger. Lorsque je reviens, je me dis que je vais maintenant lancer un programme que moi-même je dirige. L'avantage, c'est que la structure qu'on a créée aujourd'hui, avant, on avait une structure qui s'appelait, disons, ça existe jusqu'aujourd'hui, ça s'appelait Youth Power. Et on possédait déjà des clubs de leadership dans nos écoles à Mbazangongo et qu'on avait transposé ici à Carmen Sayes vers Kinsenso. Du coup, lorsqu'on commence, on s'est dit, au lieu de partir dans les vides, on veut d'abord créer une image, faire du branding par rapport au programme. Qu'est-ce qu'on fait? Partons vers des personnes qui nous connaissent déjà. On contacte les serres des écoles. On leur a dit non, on va venir à Carmen Sayes pour les camps 1 avec des jeunes. On va partir en Banzangongo pareil. Ils disent pas de problème. On arrive pendant 2 jours. On invite certains intervenants. Il y a, je pense, les camps 1, on a Tracy Toumba qui est actuellement, Dirkaba, de Madame Raïssa Malou. Elle vient avec, je pense, les coachs jeunes et autres. Et le programme, il est bien reçu. On prend des photos, on publie sur Facebook. On va en Bazango, on fait les mêmes programmes, on publie sur Facebook. Maintenant, les gens commencent à voir des vidéos, des photos où on parle, on joue. Ils se disent, ah, c'est plutôt intéressant. Hein. On fait un 3e qui est à Kisantu, dans une école où on avait encore un club de leadership bien reçu. Et lorsqu'on revient maintenant à Kinshasa, on lance les camps 4 avec certaines figures. Les gens se disent, OK, ça va. Ça a été bien reçu par rapport au public. Mais nous, les challenges derrière étaient, c'est que tous ces camps leadership étaient totalement gratuits. Ça fait que naturellement, sans sponsor, il faut sponsoriser vous-même des activités qui se passent à Kinshasa et dans les provinces. Déplacer une équipe, revenir avec eux. Ça, c'est notre partie challenge où on devait... Parce que les contributions ne suffiront pas à déplacer toute une équipe. Ce qui fait que la partie finance, vraiment au début, a été très compliquée. Mais par rapport à la réception que les publics a eu par rapport au programme et autres, c'était vraiment fantastique et merveilleux. Ok. Yeah. Et donc, au niveau des jeunes que vous avez encadrés, est-ce qu'il y a eu, vous avez ressenti un blocage, par exemple, à l'acceptation de certains programmes, leadership, saisie, création d'opportunités? Est-ce qu'il n'y a pas eu un blocage au niveau des jeunes? Je dirais plutôt, durant les activités, il n'y avait pas vraiment de blocage parce que, en ce moment-là... Comme, excusez-moi, je vais prendre l'exemple des jeunes de Kisanso. Exactement. Quand on dit Kisanso, je suis sûre que ceux qui nous suivent se font déjà une idée de Kisanso. Et donc, je sais aussi que c'est très discriminé. Parce que même moi, je dois avouer que quand j'ai rencontré un jeune de Kisanso, je n'en revenais pas. Je me dis, waouh, tu viens de Kisanso? Il m'a dit oui. Et vraiment, ça a changé ma manière de voir le jeune de cette commune. Mais la plupart des personnes sont en mode, oh, ces jeunes-là n'ont pas d'avenir, ils sont distraits, etc. Mais comment ça s'est passé avec eux? Est-ce que eux, ils les ont acceptés facilement? Ils ont réagi positivement. Est-ce que les résultats sont suivis vraiment avec ces jeunes-là? Okay. Ouais, c'est ce que je disais. Durant les programmes, c'était plutôt assez... disons qu'il y avait un feeling, parce que avant de partir à Kisenso, on avait déjà travaillé sur le terrain pendant plus d'1 mois. Du coup, ça fait que les jeunes sont venus et c'était facile de les avoir au camp. Okay. Mais avec une certaine différence, que tu avais des jeunes qui venaient au camp, ils te disent, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé, j'ai dormi dehors parce qu'on a des problèmes avec papa, tout ça. Du coup, ce n'est pas le même mindset de quand on organise une activité à l'Athénée de la Gombe où tous ce sont des enfants de quelqu'un. Parce que là-bas, il y a une partie où il faut être très méticulé, savoir ce qu'on va dire, comment on va gérer avec eux. Il faut les nourrir en commençant, ce qui fait que les budgets grimpent. Mais durant les 2 jours ou les 3 jours de camp, c'était vraiment les feelings passés.
Même s'il y avait beaucoup, il y a certaines, on va dire quoi, certaines thématiques que vous donnez, ils sont en mode, ça ne nous touche pas, c'est pas ça. On a dit s'adapter. Mais les problèmes, passent maintenant après les camps. Oui. Parce qu'on a des gens qui te disent, ça m'a même étonné, il y a des participants qui sont à Kinshasa qui m'ont dit qu'ils ne sont jamais arrivés à Gombe. J'étais un genre, on est à Kinshasa. Oui. Vous faites comment pour ne pas être arrivé à Gombe? Du coup, j'ai même pas besoin de demander si tu as quitté la province, parce que même Gombe, tu connais pas. Du coup, on trouvait ça inconcevable pour nous qui savons que Gombe, c'est juste ici à côté. Oui. Maintenant, les suivis après, vous vous rendez compte que sur 50 participants qu'on avait, une affaire de 3 ou 4 participants sont réellement restés dans la communauté aujourd'hui et commencent à se démarquer. Les autres, après les camps, ils sont retournés dans leur réalité, les mêmes problèmes sont revenus. Quand tu l'appelles pour faire les suivis, il est en train de se battre avec les filles qui n'ont pas encore mangé, papa qui bat maman. Du coup, ça fait que les réalités sont différentes. Et on n'a vraiment pas eu des résultats qu'on voulait avoir au début. Et puis, on ne peut pas aussi se mentir, on n'avait pas encore l'expérience qu'on a aujourd'hui, oui. Ce qui fait qu'on aurait pu faire les choses différemment pour avoir des résultats beaucoup plus grands. Mais aujourd'hui, on s'est dit, si on répartait là-bas, ou quand on va répartir là-bas, peut-être qu'on aura, pas peut-être, on est rassuré que les résultats seront vraiment différents. D'accord. Et donc, en parlant des opportunités, on entend souvent, moi j'entends souvent, les jeunes, même sur Facebook, dire que, OK, au Congo, il n'y a pas d'opportunités. Et ça, c'est une chose dont j'ai déjà parlé sur l'une des vidéos que j'ai fait sur mon TikTok. Okay. J'ai été choquée un jour quand j'ai vu un monsieur sur TikTok parler d'une opportunité de financement qui est, je crois que c'est annuel. Okay. Donc, c'est un concours d'entrepreneuriat, mais ensuite, il y a financement. Donc, c'est une banque ici en RDC qui organise cela et c'est connu et c'est vrai. Et j'ai vu des gens en commentaire dire que non, c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'opportunité, ça m'a choquée. Et qu'est-ce que tu penses de cela? Parce que tu as eu un parcours, tu as saisi une opportunité qui t'a emmené quelque part. Et qu'est-ce que tu penses en fait de cette phrase qui dit qu'au Congo, il n'y a pas d'opportunité? Est-ce qu'il y a une part de vrai dans cette phrase ou est-ce que c'est totalement erroné? Je ne dirais pas que c'est totalement erroné, je ne dirais pas que c'est totalement vrai, mais je dirais beaucoup plus c'est une question d'exposition. Je vais expliquer. En travaillant avec les jeunes, moi j'ai l'opportunité de ne pas se mettre à Kinshasa. Je suis au Congo central, je suis à Lubumbashi, je suis à l'Est parce que je suis né à Goma. Ça fait que lorsque vous partez un peu à gauche, à droite, vous vous rendez compte que les informations que nous on a ici, dans un cercle bien restreint, ils ne les connaissent pas de l'autre côté. Okay. Oui, au pays, il y a des opportunités, mais ce sont des opportunités qui ne sont pas vulgarisées. Les gens ne sont pas au courant que ces opportunités existent. Okay. Parce que, je reviens encore pour dire, les pays souffrent. Nous sommes vraiment dans une situation compliquée, ce qui fait que les gens de vie que nous menons, par exemple, ce n'est pas, je ne dirais pas que c'est les 20% de jeunes qui vivent la même vie. Ça veut dire les problèmes que nous avons qui est peut-être sur comment on organise la prochaine activité, comment on contacte le docteur Atoms. Il y a des gens qui se battent encore avec la partie où je mange comment. Est-ce que demain j'irai à l'école? Comment je ferai? Du coup, nous, facilement, on peut s'asseoir quelque part, on nous dit, il y a Equity qui est en train d'organiser un concours, on va vous financer et tout, partez. Oui, moi j'irai parce que à la maison, j'ai à manger. Je pourrais facilement me concentrer pendant 1 heure ou même 5 jours pour remplir les processus qui est des fois très long avec ces programmes de financement, aller chercher des documents pour venir prouver certaines choses pendant que ces documents déjà sont payants. Ça fait que oui, il y a des opportunités, mais ces opportunités ne sont pas déjà, ils ne sont pas assez vulgarisées et deuxièmement, la procédure, elle est trop longue pour certaines personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et puis, il y a aussi la partie où, à cause de la partie où le pays est en train de souffrir, les gens se disent, au lieu de me compliquer et m'embêter avec X choses, je préfère aller chercher où je vais avoir 500 francs, ça veut dire aller au chantier, aller dans un champ de telle place ou aller vendre des choses à gauche, à droite. Et ils n'ont pas le temps d'écouter ce que nous on écoute, ils n'ont pas le temps d'être exposés à ce que nous on est exposés. Nous on a eu, nous sommes, j'aime le dire, nous sommes quand même assez privilégiés. Moi, je viens d'une famille, on va dire quoi, qui était extrêmement pauvre, mais qui, avec le temps, a fini par se créer ses marques. Ce qui fait que moi, j'ai fait partie de cette génération de jeunes de ma famille qui ont quand même été privilégiés. Et ça fait qu'aujourd'hui, je peux le dire avec aisance que je suis exposé à certaines réalités du pays, je suis exposé à certains avantages du pays que je suis conscient
il y a de cela 10 ans, je ne sais pas comment j'allais savoir que X choses existaient. Okay. Ce qui fait que pour moi, aujourd'hui, je peux dire oui, au pays, il y a des opportunités. Je sais comment saisir ces opportunités et j'ai saisi ces opportunités. Mais moi, je les saisis parce que je sais que ces opportunités existent et comment il faut y aller et comment il faut les avoir. Le moi d'il y a 10 ans n'avait pas un écosystème qui lui permettait d'être au courant de toutes ces choses. Yeah. Donc, je vais rebondir vraiment sur cette phrase. Il y a des opportunités, tu sais où est-ce qu'elles sont et comment le saisir, comment les avoir. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire où est-ce qu'on peut trouver les opportunités? Parce que l'exemple que j'ai donné où je t'ai choqué, ça, c'était vraiment une opportunité au vu de tous. Une opportunité qui a quitté le site web, qui a quitté les plateformes, on va dire, pas très fréquentées, pour venir sur un réseau social aussi social, commun que TikTok. Mais les gens ne l'ont pas saisi à cause d'un certain mindset, d'une certaine manière de voir les choses. Alors, où est-ce que se trouvent les opportunités que les jeunes Congolais peuvent saisir? Ok, déjà, je partirai avec des étapes. Premièrement, les opportunités se trouvent dans des réseaux. Les réseaux, quand je parle des réseaux, je ne parle pas de Facebook et autres. Les réseaux, je parle de ces personnes qui constituent des communautés et où les informations peuvent se partager. D'ailleurs, je voulais le dire, il y a quelques semaines, il y a une amie à moi qui m'a appelé et elle me dit, j'étais cherché, j'ai dit pourquoi? Elle me dit non, en fait, il y a une entreprise qui a lancé une offre d'emploi. Ton profil, il cadre réellement, je te l'envoie. Lorsqu'il me l'envoie, je suis en mode this is me, right? Et je me suis, j'ai postulé et tout. Et ce genre de choses arrivent assez souvent. Des gens, I was working and then j'ai vu quelque chose qui pouvait cadrer avec toi ou quelqu'un m'a appelé, on cherche telle personne, je suis allé à gauche, à droite. C'est assez facile pour nous d'avoir accès à ces opportunités parce qu'on fait partie, nous sommes dans un écosystème ou un réseau qui fait que nous sommes tous branchés opportunités. Du coup, ça va à gauche, à droite et on sait qu'on peut le gérer. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, nous avons les universités et nos églises. Ce sont des réseaux où les opportunités sont partagées. À une différence près maintenant, c'est qu'on partage des opportunités sans nous expliquer comment on applique à ces opportunités. Du coup, lorsque les opportunités arrivent, moi j'étais à l'université, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui sont venues, mais j'étais déjà, je commence comment, je m'y prends comment, ça évolue comment. Vu que je ne savais pas comment m'y prendre, il n'y avait pas cet encadrement derrière. Si il y a une opportunité, je vais t'encadrer sur comment réellement suivre toutes les procédures. C'était assez compliqué. Pareil avec, moi j'étais à l'école secondaire, on a eu des programmes YAS, YALI, Mandela Fellowship, qui sont des programmes qui sont à la vue de tout le monde. Le seul problème, c'est qu'il y a une procédure et lorsqu'on ne t'a pas encadré ou on ne t'a pas mentoré sur comment suivre la procédure, tu ne pourras pas y aller. Les opportunités sont partout maintenant en RDC, que ce soit dans nos églises, avec nos frères des quartiers, nos frères à la maison, nos groupes de familles. On y envoie des opportunités aujourd'hui. Juste que ce sont des opportunités envoyées et qui n'ont pas un suivi d'accompagnement derrière. Alors, nous sommes déjà en train de chuter. Il y a une citation que j'aime bien qui dit que quand l'opportunité rencontre la préparation, le succès s'ensuit. Exactement. Tu es coach en développement professionnel. Donc, développement professionnel, tu vas nous en parler. Et je pense que ça fait partie de prérequis, en fait, qui peut permettre une personne à être apte à saisir une opportunité. Parce que, comme tu l'as dit, ton ami t'a envoyé l'offre. Et puis, tu as dit que, OK, mais ça, c'est moi. Parce que tu étais prêt. Est-ce que tu peux donner 2 astuces de développement professionnel aux jeunes afin qu'ils soient prêts à saisir les opportunités qu'ils vont rencontrer? Ok, je crois que je vais en donner même, disons, 3 simples. Number 1, je dirais, on doit être capable de pouvoir commencer par le développement personnel. Ça veut dire, j'aime une thématique que tu as exploitée au Congo central qui était la découverte de soi. Like, we have to start to know who I am, qui je suis exactement. Quand je me découvre, je sais exactement ce que je suis apte à faire, ce que je dois évoluer, on va dire quoi, mes ambitions et autres. Et c'est sur base de mes ambitions, ce que je vais faire demain, que je pourrais cadrer ça ou, on va dire quoi, les mélanger avec les différentes, comment je dirais ça, les différentes débauchés professionnels qui existent afin de savoir que moi j'aimerais devenir XXXXX. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? Vu que je sais que je vais devenir XXX, ce sont des choses qui existent déjà. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir X? Et puis qu'est-ce qu'on fait? Je commence à me préparer, je me forme par rapport au profil que je vais devenir. Je me connais,
je connais ce que je vais devenir, je me forme par rapport à ces profils pour avoir les compétences nécessaires pour évoluer. Et une fois que je commence à me former, j'intègre un écosystème qui est lié par rapport à ce que je voudrais faire demain et les opportunités commencent à venir. Donc ici, il y a beaucoup plus la partie découverte de soi. Deuxièmement, il y a la formation pour évoluer et dès qu'on se forme pour avoir les skills nécessaires pour pouvoir être le profil idéal, automatiquement les réseaux se créent parce qu'on fait des formations avec des personnes qui veulent ce qu'on veut devenir. Exactement. Et automatiquement c'est un réseau. On est à 3, les réseaux viennent, les opportunités arrivent et on sera prêt. Alors, coach Simba, quel est votre dernier mot, un mot d'encouragement aux jeunes qui se retrouvent peut-être dans des milieux qui ne sont pas très favorables pour eux, et à tous les jeunes quinois, un dernier mot de motivation et d'encouragement pour les emmener à croire en eux et à saisir les opportunités. Ok. Je ne sais pas si c'est un mot d'encouragement, mais je vais quand même le dire. L'écosystème congolais est très compliqué. La vie au pays est devenue très compliquée et on ne se rend pas compte, même la compétitivité sur le marché commence à grimper. Ça veut dire que nous sommes obligés de nous mettre à jour, de nous actualiser et d'avoir des compétences qu'il faut pour pouvoir avoir du travail. Parce que plus le chômage est en train de grimper, plus les peu de postes qui existent pour avoir du travail deviennent des endroits de challenge pour y arriver. Tant que le gouvernement ne nous crée pas des emplois qui cadrent à tout le monde, si on veut arriver au top, on doit se mettre à jour et se sacrifier à un niveau incroyable pour y arriver. Alors ce que moi je dirais à quelqu'un, c'est que comme Goretti l'a dit, c'est pas un monde de bisounours. On doit être capable de payer les prix pour arriver là-bas. Alors s'il faut se battre, travailler plus que tout le monde, se réveiller avant plus que tout le monde, gâcher, pas forcément gâcher, investir tous ces forfaits et tout ce qu'il y a dans les formations en ligne et autres à gauche, à droite, suivre des aînés pour être encadré, n'ayez pas honte. Battez-vous, suivez, faites tomber tout ce qui est orgueil et tout. Allez voir des personnes qui connaissent parce qu'auprès d'eux, il y a de la connaissance, il y a des réseaux et des opportunités. Alors, c'était le mot de la fin du coach Simba, monsieur Eli-Franck Boulaïmou. Chers jeunes, sacrifiez-vous, battez-vous et formez-vous. Faites des mises à jour. Investissez en vous pour être capable de saisir les opportunités qui sont maintenant un peu partout, comme je l'ai dit sur TikTok. En fait, osez. Quand vous voyez une opportunité, ne soyez pas apte à critiquer, à vous dire « ouais, c'est bon, ça ne va emmener nulle part ». Osez et vous allez voir aussi que ça peut toujours marcher et si ça ne marche pas, réessayez. C'était Mindset Transformation, l'épisode sur la saisie et la création d'opportunités avec le coach Simba. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.